Nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous accueillons ce soir M. Sylvain Larue. En effet, le 5 novembre 2024, M. Sylvain Larue adressait un mail à la CTI d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Maritime, signifiant qu'il travaillait à un nouvel ouvrage sur la peine de mort en France et il nous demandait si notre société, je cite, était intéressée par un texte inédit sur les derniers bourreaux de Rouen. Avait-il eu connaissance que Mathieu Billon, notre podmaster, qui avait reçu donc son mail, venait de publier en août 2024 un livre intitulé L'affaire Vittel, la peine de mort à 17 ans, l'exécution s'étant déroulée à Rouen. Et c'est ainsi que nous eûmes l'idée et l'envie de proposer à M. Larue une conférence pour la date de janvier. Hasard de calendrier, le 9 octobre, il y a 3 semaines, Robert Badinter entrait au Panthéon à la date anniversaire de la promulgation de l'abolition de la peine de mort en France il y a 44 ans. Qui est M. Sylvain Larue? Il est né un an après l'abolition de la peine capitale. Il s'intéresse depuis près de 3 décennies au sujet de la peine de mort en France, et ce, sous toutes ses coutures. Ayant entre autres rencontré le dernier exécuteur d'Algérie, ainsi que les descendants de nombre de ses collègues, il a également vu, étudié et mesuré la guillotine, interviewé des avocats et des condamnés à mort. Visité plusieurs prisons, ayant connu les supplices, et est à l'origine de la liste la plus complète des sentences et des exécutions capitales prononcées et accomplies depuis la Révolution. Ces travaux l'ont conduit à écrire et à publier 26 livres, parmi lesquels la biographie du bourreau des Fourneaux, le dernier à avoir utilisé la guillotine en public, et un dictionnaire historique de la guillotine. Ces livres sont à disposition après la conférence dédicace. Dès la première utilisation de la guillotine en province, au dernier occupant du quartier de la mort de Bonne-Nouvelle, en passant par le décret Crémieux de 1870 qui supprimait les postes d'exécuteurs régionaux, l'histoire de la haute justice en Seine-Maritime recèle bien des détails peu connus que Sylvain Larue nous propose de découvrir, et je lui cède la parole pour cette découverte que nous attendons. Merci beaucoup. Bonsoir. Le métier d'exécuteur, la fonction d'exécuteur, reste, au sein de l'histoire judiciaire, mais de l'histoire en général, un des sujets les plus sombres et les plus tabous qui ait existé. Ce qui fait que quand on travaille sur un sujet, plus de 40 ans après l'abolition de la peine de mort, et plusieurs siècles après l'existence de ces exécuteurs, on est obligé de faire le tri au sein des documents qu'on trouve pour savoir la part de vérité, la part d'invention, et je sais qu'il y en a eu beaucoup d'inventions autour de la fonction d'exécuteur. À Rouen, on peut remonter à la fin du Moyen-Âge pour trouver les traces des premiers bourreaux. L'un d'entre eux, évidemment, le plus célèbre, Maître Geoffroy Terrage, qui donc succède à Simon d'Ailly vers 1407, au titre de maître persécuteur des hautes œuvres du roi, et qui sera le 30 mai 1431 celui qui boutera le feu au bûcher de Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Arc. On sait fort peu de choses sur les exécuteurs à cette époque. D'ailleurs, on s'intéresse fort peu à eux à cette époque, puisqu'ils représentent la part sombre de la justice, la part interdite de la justice. Ils ont le droit de tuer. Il n'y a que Dieu et eux qui ont le droit de donner la mort. Donc, dans un pays chrétien, on frémit devant celui qui donne la mort. On se détourne, on se signe, on crache sur son passage. On connaît beaucoup de traditions qui existent pas forcément encore, mais certaines. On connaît par exemple la tradition de ne pas mettre le pain renversé sur la table. C'est le pain destiné sur les tables du boulanger, le pain destiné au bourreau. Donc, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Si on étudie un peu tout ce qui a été dit sur les exécuteurs à leur époque, on se rend compte qu'il y avait une forme d'hypocrisie latente, quasiment de haine envers cette profession, alors qu'elle était tout à fait considérée comme utile, même comme la clé de voûte de la justice, si on en prend les propos de Joseph de Maistre. Et pourtant,
en tant que tel, avec du sang sur les mains, les exécuteurs étaient des hommes bannis de la société. On les renvoyait aux tâches les plus ingrates, pas uniquement les exécutions des arrêts criminels, mais souvent, par exemple, dans les régions de Lorraine, d'Alsace, on en faisait également des éboueurs, des équarrisseurs, voilà, toutes les tâches les plus considérées comme les plus déshonorantes de la société, bien considérées comme telles, lui étaient remises, et donc celle de soustraire de la société ceux qui avaient failli, ceux dont la société ne voulait plus s'encombrer. On a évoqué Jeanne d'Arc, c'est un cas particulier, peu de bourreaux ont une sainte à leur actif. Mais quand même, certains ont eu droit à une certaine gloire par rapport aux exécutions qu'ils ont pratiquées, notamment par exemple Charles-Henri Sanson, qui fut le bourreau de Paris, qui a évidemment guillotiné Louis XVI et Marie-Antoinette, ci-devant roi et reine de France. Mais la majorité des exécuteurs ont eu une histoire, on pourrait dire presque banale, très discrète, et avec évidemment cette particularité de donner la mort, pas uniquement, et d'avoir donc des particularités de leur existence, des particularités professionnelles propres uniquement à leur société. Quand je vous dis que les exécuteurs sont rejetés, ils sont tellement rejetés que quand une personne accepte cette proposition judiciaire, accepte d'endosser le rôle de bourreau, ne serait-ce qu'une seule fois, il est immédiatement ostracisé par le reste de la communauté. Ce qui fait que les exécuteurs, au fur et à mesure, ont formé des castes, se mariant entre eux, beaucoup de consanguinité évidemment, mais tous étaient cousins à des degrés plus ou moins divers. Il faut s'imaginer que quelqu'un qui rentrait dans cette profession, si nous imaginons un bourreau à Rouen, il y avait toutes les possibilités qu'un jour ou l'autre, il finisse par trouver comme épouse la fille du bourreau de la ville voisine, ou bien d'une province un peu plus éloignée, et qu'il finisse par se déplacer au gré des besoins aux quatre coins de la France, et en espérant décrocher un poste d'exécuteur en chef, c'est-à-dire de bourreau, celui vraiment qui donne la mort, puisqu'il y avait également les exécuteurs adjoints, qui, comme leur nom l'indique, étaient là pour assister et prêter la main, donc pour monter les instruments de mort, pour attacher le condamné, le tenir, nettoyer, tout ce genre de fonctions propres aux exécutions des arrêts criminels. Donc, sous l'Ancien Régime, les bourreaux avaient quand même pas mal de tâches. On évoque souvent le terme exécution comme exécution capitale. Mais il faut s'imaginer qu'avant ça, les exécutions étaient nombreuses et multiples, et pas toutes se soldant par la mort du condamné. On parle des fois de torture, mais c'était souvent réservé à une autre partie. C'était pas forcément des exécuteurs des arrêts criminels qui le faisaient, c'était plutôt des tourmenteurs. C'est une branche un peu voisine, mais pas exactement des bourreaux à proprement parler. Les fonctions des exécuteurs, donc, la principale, c'était ce qu'on appelait l'exposition publique. On a utilisé également le terme de pilori. Donc, on mettait le condamné, donc c'était un condamné à une peine de prison ou une amende, on le mettait sur la place du marché, dans l'incapacité de bouger. On voit souvent une image de Kang où on a les poignets et la tête entravés. Et pendant plusieurs heures, on restait comme ça, en proie aux insultes, aux colibés de la foule. Également des projections d'objets divers et variés, aucun qui puisse blesser le condamné, il ne fallait pas le faire saigner, mais par contre l'humiliation était complètement tolérée, donc tomates un peu blettes, œufs pourris, crottin de cheval, tout était permis de lui envoyer au visage. Ça pouvait donc durer jusqu'à 6 heures, un après-midi entier, ça pouvait durer plusieurs jours. On détachait le condamné pour entrer en prison la nuit, mais néanmoins, selon la gravité des faits, on pouvait le laisser de plus ou moins longtemps en exposition. Il y avait également la marque, c'est-à-dire la marque au fer rouge, qui était donc réservée à ce qu'on appelait alors les galériens.
on imagine bien, c'est donc un fer chauffé au rouge dans un brasero qu'on applique sur l'épaule du condamné, principalement. Une fleur de lys à l'époque des rois de France, après ça a été des lettres majuscules indiquant la peine à laquelle ils avaient été condamnés. PFP, TF, travaux forcés à perpétuité. Ça pouvait être également un F signifiant faussaire. Il y avait d'autres particularités, mais généralement on se contentait de celle-là et c'était quelque chose de déjà assez marquant pour le public, tant que pour le condamné. On lui appliquait évidemment un baume, pas réparateur, mais un baume apaisant, sitôt l'application de la marque faite. On aura l'opportunité d'y revenir. Et outre ces deux particularités, ces deux fonctions qui sont les principales, qui sont celles qui occupaient le plus l'exécuteur des arrêts criminels, qui avait donc les exécutions capitales. Pour compenser cette situation particulièrement désagréable, voilà, être en butte à la colère et à la haine du public, malgré le fait qu'on lui rende un service, eh bien, on a trouvé quelques compensations. Elles étaient légères, mais elles étaient d'ordre financier, et donc, par conséquent, améliorer l'ordinaire des exécuteurs. C'est ce qu'on appelait le droit de haver ou de havage. C'était un impôt. Voilà. Les bourreaux étaient, comme les seigneurs, avaient l'autorisation de prélever un impôt. Ils avaient également l'autorisation de porter l'épée, ce qui n'était pas donné à tout le monde, certainement pas aux vilains et aux serfs. Donc le droit de havage, c'était très simplement pouvoir se rendre 2 à 3 jours par semaine, à date fixe, dans tous les commerces de la ville où il travaillait, et de prélever une poignée sur chaque marchandise proposée par le commerçant. Alors ça peut sembler peu quand on imagine une poignée, mais si vous avez un commerçant qui propose 5000 articles, ben, ça fait 5000 poignées quand même, donc, en une journée. Donc c'est également pour ça que les exécuteurs des arrêts criminels se faisaient accompagner de leurs aides, qui se chargeaient de porter le butin, de le ramener à la maison. Ils étaient souvent encadrés par la garde, parce que les commerçants n'étaient pas forcément très enthousiastes à l'idée de voir le prélèvement aussi régulier. Ils avaient toujours tendance à trouver une raison pour protester, c'est-à-dire que quand par exemple un commerçant a dit que la main du bourreau était impure, le fait même qu'il prélève avec sa main dans le sac, ça rendait toute la marchandise impure, et bien celui-ci l'a pris au mot et s'est repointé la prochaine fois avec une louche en forme de main, sauf qu'on ne lui a pas dit de quelle taille, donc il a fait une main qui faisait environ 30 cm. Donc le commerçant a à nouveau protesté en disant c'était un scandale et tout. Voilà. Il y a toujours eu des raisons comme ça de protester. Cet impôt a été supprimé par le ministre Turgot à la grande protestation des exécuteurs, et là, encore une fois, on pourrait dire compensé par des gages un peu plus élevés, mais ça n'a pas duré longtemps. Nous étions presque à la veille de la Révolution française, et c'est la Révolution française qui va vraiment avoir son importance dans non seulement le changement de méthode, mais également dans la vie générale des exécuteurs. Comme on parlait donc d'exécution capitale, il faut s'imaginer qu'avant 1792, il n'y avait pas qu'une seule forme d'exécution capitale en France. On était exécuté selon sa classe sociale, mais également selon le crime qu'on avait perpétré. Donc, la forme de mise à mort la moins fréquente, c'était celle réservée aux nobles, la décapitation. Ça peut se paraître simple, mais une décapitation à l'épée, au damas, à la hache, ça demande une certaine coopération de la part du condamné. Parce qu'on s'imagine souvent sur la tête sur un billot et tout, ça c'est plutôt une image qui vient d'Angleterre et d'Allemagne. En France, le condamné était mis à genoux, et il devait se tenir à genoux, les yeux bandés, et le bourreau devait viser avec la lame pour taper entre les vertèbres pour permettre une décollation rapide et efficace. Et encore, ça ne fonctionnait pas toujours. Par exemple, l'amiral Lalit Hollandal, de mémoire, a dû prendre 3 ou 4 coups d'épée dans le cou pour que sa tête soit correctement tranchée. C'était en 1766. Donc, forme de mise à mort la plus rare, puisque les condamnés à mort de sang bleu étaient quand même relativement exceptionnels. Pour le commun des mortels, il y avait la pendaison. La pendaison, c'était pour quand même une méthode de mise à mort
très classique, on n'a pas besoin de donner plus de détails. Pareil, on ne doit pas se représenter ce qu'on voit au cinéma avec une trappe et tout. On était dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus long, à la demande du public, puisque si un condamné à mort mourait sur le coup, on considérait que la justice n'avait pas été faite correctement. Il fallait une part de souffrance de la part du condamné. Donc quand on faisait une pendaison, on s'arrangeait pour que le condamné soit sur une partie surélevée, un tonneau, une échelle, on retirait l'échelle des pieds et on le regardait s'étrangler lentement, ça pouvait prendre un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, on considérait que justice avait été bien rendue, quoi. Donc à ce moment-là. On n'a pas considéré par contre que c'était suffisant, on a trouvé d'autres méthodes encore un peu plus cruelles pour punir d'autres personnes. Jeanne d'Arc, évidemment, on connaît donc le bûcher. Le bûcher était réservé donc aux crimes d'ordre religieux ou sexuel. Donc quelqu'un qui était pris en flagrant délit de sodomie, donc un homosexuel de l'époque, était également brûlé vif. Il y avait des procédures qu'on appelait le repentum, qui était en gros une espèce de grâce discrète mise à la fin de l'arrêt de condamnation, donc à la diligence des juges et des exécuteurs. C'était fait pour permettre au bourreau discrètement de tuer le condamné rapidement, sans que ça se rende compte, avant de mettre le feu au bûcher. En particulier, donc, dans cette situation-là, ça consistait en deux choses. Ça pouvait être une strangulation, donc un garrot très très rapide, ou bien une pointe cachée dans les branchages du bûcher qu'on poussait, qui était une pointe qui allait percer le cœur et donc tuer la personne quasiment sur le coup pour lui éviter les affres de l'agonie par asphyxie ou par combustion. À l'époque de François Ier, on a ramené d'Italie un autre supplice, et cette fois c'est celui qui est resté le plus utilisé pour les condamnés de sang, donc les auteurs de crimes crapuleux, de parricides, tous ces crimes donc, où ils avaient fait couler, où le sang avait coulé, c'était être rompu vif, ce qu'on appelle la roue. Pareil, il faut se sortir de la tête d'un condamné qu'on met directement sur une roue pour le briser, s'il n'y a pas de terme. La roue arrive après. En fait, le condamné était attaché sur une croix de Saint-André, donc en forme de X, et le bourreau lui portait 11 coups de gourdin ou de barre de fer. Donc un pour le bras, l'avant-bras, un pour le biceps, pareil sur l'autre bras, un pour les jambes, enfin 2 pour les jambes, 2 coups sur la poitrine, et le dernier, le plus ajusté, sur le nombril, et qui devait être porté avec tant de force qu'il devait casser la colonne vertébrale. Une fois que le condamné avait subi cela, on le détachait de la croix de Saint-André et on le mettait à environ 2,50 m du sol sur une roue, donc une roue de charrette, et on le laissait là jusqu'à ce que Dieu ait pitié de son âme et décide de le faire mourir. Là, pareil, si on en croit certains rapports, certains condamnés ont survécu 48 à 72 heures à ce genre de traitement. Et il faut s'imaginer que donc ça s'accompagne également de la venue des charognards tels que les corbeaux. Voilà. Je vois qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans plus de détails. Tout le monde, on a bien compris l'horreur de la chose. Il y a eu d'autres méthodes, mais elles étaient encore moins usitées ou bien relevées plutôt de la justice militaire, comme l'estrapade, mais je n'y viendrai pas. Ce n'est pas nécessaire de s'étaler davantage sur le sujet. La Révolution française, donc, a été l'occasion de mettre un terme à tout cela. Dès 1789, dès la fin de l'année 1789, un député de Paris, le docteur Joseph Ignace Guillotin, propose une unification de la peine capitale. Il propose bien une unification, il ne propose pas une machine qu'il aurait lui-même inventée. Non, lui, c'est un homme politique, il se contente d'aller au perchoir, si on peut dire, et de s'adresser à ses collègues en disant, bon, voilà, la justice telle qu'elle est, elle est sordide, elle est violente, nous sommes des êtres civilisés, nous devons trouver une méthode. Donc, effectivement, il parle déjà de trouver une méthode unique pour tout le monde, peu importe la classe sociale, et effectivement, il parle de décapitation, puisque c'est la méthode à la fois la plus rapide, et qui peut être faite avec le minimum de douleur si elle est bien faite. Toujours est-il qu'il emploie des termes malheureux en disant il faudrait qu'on utilise une machine, et avec une machine comme ça, le condamné ne ressentirait qu'un léger courant d'air sur la nuque. Ça fait rire plutôt les députés, et l'affaire a été classée pendant plusieurs mois, puisque pendant 2 ans, on n'en a pas vraiment reparlé.
Il a fallu donc attendre 1791 pour qu'on se dise, oui, la proposition de Guillotin, en fait, elle mérite d'être étudiée avec plus de sérieux. Ce qui fait que pendant cette période-là, en France, on a continué à pratiquer les méthodes classiques. Plus le bûcher, puisqu'il me semble que les dernières utilisations de bûcher en France remontent vers 1780, mais par contre la pendaison et la roue, oui, c'était quelque chose de relativement fréquent. Il ne faut pas s'imaginer que ça arrivait tous les 4 matins dans chaque ville, mais il pouvait y avoir 300, 400, 500 condamnés à mort par an en France, et peut-être même au-delà. Donc c'est quand même quelque chose de fréquent, mais sur un pays tout entier, évidemment. Donc en 1791, proposition de reprendre le projet de Guillotin, et cette fois, l'Assemblée nationale vote effectivement la décision par un article de loi très simple, qui a été immortalisé par Marcel Pagnol dans le Spunz, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ce n'est qu'une demi-vérité, puisqu'on considérait que les condamnés à mort relevant de la justice militaire, eux, devaient être passés par les armes. Mais bref, là, nous ne parlerons que de la justice civile, de la justice pénale classique. Il y a quand même des protestations. Le premier à protester, c'est le bourreau en personne, le bourreau de Paris, donc le plus concerné, Charles-Henri Sanson, qui, lui, fait savoir que c'est très bien la décapitation, mais justement, ça nécessite un effort de collaboration de la part du condamné, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. On imagine bien que quelqu'un qui va mourir dans les secondes qui restent, il a tendance à être dans une terreur telle que, se contrôler, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, surtout, il dit au ministère des paroles qui le touchent particulièrement, c'est le côté financier de la chose. Faire une décapitation à l'épée, ça implique plusieurs épées pour en avoir toujours une de secours. Et or, une épée de justice, dès la première utilisation, elle est bonne à être, non pas jetée, mais envoyée chez le mouleur, car on imagine bien la solidité des os d'un corps humain, c'est quand même quelque chose de particulièrement fort. Le ministère de la Justice, évidemment sensible à toutes les questions d'économie, finit par dire oui, effectivement, le faire avec les méthodes ancestrales, les méthodes d'épée et tout ça, il faudrait revoir la copie et recommence à lire la proposition de Guillotin, notamment c'est l'utilisation d'une machine. Et il s'adresse pour cela au véritable inventeur de la future machine. C'est un autre médecin qui s'appelle Antoine Louis, c'est l'ancien chirurgien du roi, c'est le doyen de la faculté de médecine de Paris. Et c'est un spécialiste de la question judiciaire, puisqu'il est expert auprès des tribunaux. Il a fait un manuel également d'études sur les diverses façons de pendre en France, notamment la différence de méthode entre Paris et Lyon. Donc il a une certaine connaissance du sujet, une aura, une estime générale. Et effectivement, il va être le créateur officiel de la future machine à décapiter, en donnant tous les détails nécessaires. Il s'inspire de machines qui existent déjà. Il s'inspire de machines qui ont été utilisées notamment en Italie, on appelle ça la Mannaia, ou bien en Angleterre, le Halifax Tibet, ou bien la Maiden, qu'on trouve exposée désormais dans un musée à Édimbourg, en Écosse. Toutes fonctionnent selon le même principe. Ce sont des machines d'une hauteur moyenne, 3,50 m environ, et entre lesquelles coulisse un poids qui surplombe une lame. Je n'ai pas d'image, une image de vraie guillotine, ça, donc on nous les verra tout à l'heure. Donc des machines, je vous dis 3,50 m de haut, 2 poteaux fins, et donc le condamné qu'on met au milieu, soit couché de tout son long sur le sol, soit agenouillé. Et c'est avec une lame en forme de fer de hache, donc une lame plate. Et tous ces détails-là, le docteur Louis va décider de les améliorer. Déjà, il considère qu'un condamné, effectivement, pour qu'une décapitation soit propre, il faut qu'il soit perpendiculaire à la lame. Donc, il préconise le fait que le condamné soit en position couchée et non pas agenouillé. Il pense qu'il ne vaut mieux pas le coucher sur le sol, il vaut mieux le coucher sur une espèce de mini-plateforme, donc, qui aurait un système de bascule qui permettrait de le mettre en bonne position, à environ 1 mètre du sol. Il préconise également
le fait que le cou soit maintenu en bonne place. Donc, il va dessiner ce qu'on appellera la lunette, donc qui est un carcan comparable au pilori, hein, quand on y réfléchit. Donc, il permet vraiment de maintenir le condamné et de n'avoir que la tête qui dépasse, de l'empêcher de faire tout mouvement une fois sur la machine. Et enfin, il va dire qu'il faut utiliser une lame en biseau. Donc, parce qu'on était déjà sur l'idée d'une lame en croissant, donc en fer de vache. Et non, pour lui, une lame fonctionne mieux quand elle est en diagonale, donc quand elle est en biseau. Il y aura une légende qui est particulièrement tenace, qui dit que Louis XVI, avec ses goûts pour la serrurerie et pour tout ce qui est mécanique, aurait été consulté et c'est lui qui aurait donné l'information que ça serait mieux une lame en biseau, mais c'est rigoureusement faux, ça relève de la légende, puisque bon, on sait bien que Louis XVI a lui-même fini sous cette machine. Et non, il n'a jamais eu connaissance, même au moment où on a commencé le projet de la machine, il était déjà moins bien considéré. Nous étions après Varennes, c'était pas forcément le genre de sujet qu'on allait aborder avec le roi retenu aux Tuileries. Toujours est-il que donc nous sommes au mois de mars 1792 quand le docteur Louis, en environ un mois, rend sa copie pour expliquer à quoi doit ressembler la machine, comment elle doit fonctionner. Le ministère valide le projet et fait construire un prototype. Rentre donc en scène un nouveau personnage, c'est qu'on va dire le créateur manuel de la machine, il s'appelle Tobias Schmidt, et c'est un facteur de clavecin, donc expert en bois, malgré tout, menuisier, ébéniste, mais c'est surtout un ami du bourreau. En fait, c'est par le biais de Charles-Henri Sanson qu'il a appris qu'il y avait un appel d'offres, mais qu'il pourrait se mettre sur les rangs pour proposer ses services et effectivement gagner un joli pactole en proposant le prototype de nouvelle machine à décapiter. Donc Tobias Schmidt va être validé parce qu'il propose le prix le plus réduit. Puisqu'il faut s'imaginer que le fabricant de potence avait demandé 5660 livres. Et donc si on devait le comparer à maintenant, ça serait pour un prototype genre 150 000 euros. J'exagère, mais on est un peu dans cet ordre d'idée, tandis que Tobias Schmidt lui proposait son modèle pour 812 livres. Donc 7-8 fois moins. Donc forcément, comme je vous disais, tout est une question d'économie chez les bourreaux, enfin dans le métier des bourreaux et dans la peine de mort. Donc forcément, le ministère a validé. Et Tobias Schmidt, avec cette confiance qu'on lui a fait, a réalisé le prototype en une semaine. Donc il est allé très vite. Il a fait le premier essai sur un mouton, prélevé chez un boucher de ses voisins. Il l'a fait donc devant son atelier en plein Paris, à quelques pas du bureau de Marat et de celui de Danton. Et le 17 avril 1792, on a testé pour la première fois sur des humains, mais des cadavres. C'est-à-dire qu'on allait à l'hôpital de Bicêtre, on a récupéré des corps d'indigents, sans famille, et on a testé la machine sur ces corps-là pour voir si ça avait une efficacité réelle sur les corps humains. Et effectivement, on a vu que la décapitation était franche, réussie. On a fait un test malgré tout avec un couperet en forme de croissant, et celui-ci a donné moins de satisfaction que le couperet en biseau, donc définitivement adopté le couperet en biseau. Je vous dis donc on est le 17 avril 1792, et 8 jours plus tard, pour la première fois, sur la place de Grève, place de l'Hôtel de Ville à Paris, les Parisiens entourent un échafaud, donc une estrade haute de 2 mètres. Ils sont très nombreux, ça fait quelque temps qu'on n'a pas vu d'exécution à Paris, et ils viennent assister à la mise à mort de Nicolas Jacques Lepelletier, connu plutôt comme Pelletier tout court, mais c'est bien Lepelletier son naissance, qui est un Normand du Calvados, et qui a commis non pas un assassinat, mais une tentative d'assassinat. Il a agressé un passant en pleine nuit pour lui voler son portefeuille, et il s'est fait attraper. Donc c'était un crime suffisant, c'était un récidiviste, c'était un crime suffisant pour lui valoir la peine de mort. Au moment où il a été condamné à mort, la loi n'était pas encore passée, donc sur son arrêt de mort, il y est encore marqué qu'il doit être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais
l'histoire a fait que non, il n'a pas été pendu, il a bien testé pour la première fois la nouvelle machine qu'on appelait la petite Louisette ou la Louison. Il y avait déjà le terme de guillotine qui était employé. En fait, dès 1789, un journaliste s'est moqué de l'initiative du docteur Guillotin en faisant une chanson sur un air connu de l'époque, le menuet d'Exodé, et en changeant les paroles, donc il utilise pour la première fois le terme de guillotine. On aurait pu conserver le terme de Louison ou de Louisette, cependant, à peine un mois après l'utilisation de la machine, le docteur Louis, donc le véritable inventeur de la machine à décapiter, meurt de maladie. Et dans l'invention collective, ce serait très mal vu de continuer à brocarder cet homme, ce défunt, on ne dit pas du mal est mort. Donc on cesse d'appeler la machine la Louison ou la Louisette, à part quelques réfractaires, mais dans l'invention collective, c'est le terme de guillotine qui va revenir. D'ailleurs, Guillotin, lui-même, mourra bien plus tard, et il aura donc le temps de protester, mais jamais il ne pourra revenir en arrière. Il meurt en 1814, lui-même de maladie, et non pas guillotiné, parce que souvent ça a été dit qu'il avait été victime de sa propre invention, ce qui est donc complètement faux. Et il a assuré, malheureusement, comme on dit certains auteurs de l'époque, la plus horrible postérité à son nom. L'utilisation de cette machine à décapiter donne satisfaction. Très rapidement, les départements qui viennent d'être décrétés au début de la même année, les départements passent commande de leur propre machine. Et c'est Tobias Schmidt donc, qui va avoir l'opportunité de fabriquer toutes les machines. Donc il passe un contrat relativement juteux avec le ministère, puisque ça correspond quand même à 83 départements, donc une machine par département. Donc on s'imagine qu'il fait quand même un joli bénéfice. Et il fait un bénéfice d'autant plus fort que c'est quand même un petit escroc qui va utiliser du matériel bas de gamme pour fournir des guillotines très mauvaise qualité qui vont être l'objet de beaucoup de protestations parmi les gens qui vont les recevoir au cours des mois de septembre à juillet 1793. Et c'est là la particularité de la Seine inférieure, future Seine maritime, c'est que c'est le premier département de France, premier département de province, je devrais dire plutôt, à utiliser la machine à décapiter, à part Paris et Versailles. On est dans très peu de temps après, puisqu'on est le samedi 30 juin 1792. C'est sur la place du marché à 16h30 qu'a lieu l'exécution de Pierre-Henri. C'est un matelot de 24 ans qui a participé à une mutinerie. Il a été condamné tout seul, puisqu'il a fait la mutinerie avec un collègue, mais celui-ci est mort en prison avant le procès. Et il va être le 9e guillotiné de France. Donc dans tout l'intervalle, je vous disais, en 2 mois, il y a eu 8 exécutions capitales à Paris et à Versailles. Et donc, Dieppe, la ville de Dieppe est la première ville où la guillotine fonctionne en province. Et c'est l'exécuteur de Dieppe qui s'en charge. Puisqu'à l'époque, jusqu'en 1793, il y a 3 villes dans l'actuel département, 3 villes qui ont leur propre bourreau. Il y a Dieppe, il y a Caudebec et il y a Rouen. Rouen, évidemment, la ville principale. Ce sont des familles, comme je vous le disais, c'est souvent des affaires de famille, des affaires de cousins qui se partagent la tâche. Et les 2 noms qui reviennent le plus souvent sont les Jouennes, sont les Ferré. Les Jouennes sont probablement les plus anciens. On retrouve des traces d'un certain Nicolas Jouenne, dit la Justice, vers 1202. À cette époque-là, il n'y a pas encore véritablement de règles qui entourent la profession de bourreau. Il faut attendre le XVe siècle pour que ça arrive. Mais néanmoins, on reparlera régulièrement de Jouenne, Jouanne, il y a des orthographes différentes. À l'époque, rien n'a été véritablement établi. Ils vont être remplacés parfois quand certains exécuteurs meurent sans descendance. Pendant quelque temps, c'est un aide
ou un volontaire, on se demande lequel, qui vient le remplacer. Mais en général, ça reste quand même une affaire qu'on se transmet de famille en famille. Dieppe, c'est la même chose. Dieppe, ce sont les Jouennes également. Le dernier exécuteur de Dieppe, donc premier à utiliser la guillotine en scène inférieure, s'appelle Charles III, enfin Charles Jouenne, troisième du nom. Il sera muté en 1793 dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer. Et ce seront ses enfants qui seront les derniers bourreaux du Pas-de-Calais. À Caudebec, donc la liste est relativement longue. Si je cite les noms, donc comme je disais, Nicolas Jouenne, Martin Le Cupeur, Maresco. On voit également qu'il y a des... Leur vie n'est pas complètement banale quand même. Quand on prend Martin Le Cupeur, par exemple, lui, il a déjà obtenu le poste grâce à la révocation d'un Jouenne. En fait, le pauvre Jouenne en question n'a rien fait lui-même. Il a juste eu 3 fils qui sont devenus des brigands et qui un jour, pour une question de perception, sont allés agresser les chefs d'une abbaye voisine. Et donc ils ont passé à tabac les moines. Et ça a été donc suffisant pour les condamner à mort tous les 3. Ils ont été pendus tous les 3. Et le père, forcément, on a considéré qu'il était en partie responsable de l'éducation qu'il avait donnée à ses enfants, donc il a été révoqué. Martin Le Cupeur, lui, il a été bourreau sous l'invasion anglaise, donc on était quelques années avant l'épisode de Jeanne d'Arc. Et sa particularité, c'est qu'à Caudebec, ça a été un agent double. En fait, il faisait croire aux Anglais qu'il allait leur fournir des indices, des renseignements. Puis un jour, il les a fait tomber dans un guet-apens, qui a été particulièrement efficace de la part des Français. Sauf que Caudebec, quelques temps après, s'est rendu aux Anglais, et donc le bourreau lui-même a fini pendu à son tour, en tant que traître, enfin en tant qu'espion, sur les ordres des militaires anglais. On voit également qu'il y a d'autres bourreaux, par exemple Maresco, à peu près à la même époque, qui lui a obtenu cette place de bourreau parce que lui-même était condamné à mort et qu'il avait le choix entre finir pendu ou pendre les personnes. Donc il n'a pas trop hésité, il a préféré pendre autrui plutôt que de mourir lui-même la corde au cou. Comme je vous le disais, donc, tous ces postes sont restés en activité jusqu'en 1793. En 1793, un ministre de la Justice décide de faire établir une liste pour savoir la réalité des bourreaux, la réalité des exécuteurs qui se trouvent sur le territoire français. Et le résultat est quand même assez particulier, c'est que certains départements n'ont pas d'exécuteurs du tout, donc ils se contentent de requérir au besoin l'exécuteur de la province voisine ou de la ville voisine, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ça demande des frais supplémentaires de transport et tout ce qui va avec. Par contre, certains départements, eux, ont, comme la Seine inférieure, 3 bourreaux, mais on peut aller plus loin. Il me semble que les Vosges en ont 6 ou 8. En Alsace, il y en a peut-être plus d'une vingtaine. Alors, c'est là assez particulier, c'est que ce sont plus des statuts officiels, mais honorifiques, qu'autre chose. C'est-à-dire que tout seigneur a droit de vie ou de mort sur ces terres, et donc pour le montrer au peuple, pour le montrer aux passants, il prend un bourreau, il nomme un bourreau, même si la personne en 20 ans ou 30 ans n'aura jamais exécuté quiconque, mais au moins il a ce statut, j'ai un bourreau, donc je suis le seigneur en mes terres. Et c'est une particularité qu'on trouve donc notamment dans les départements de l'Est de la France. Mais, comme je vous disais, en Seine-Inférieure, donc il y a trois villes concernées, donc en 1793, on, si on peut dire, coupe dans le tas, et on décide de ne garder qu'un seul bourreau, un chef et quelques aides, mais qui seront tous basés à Rouen, puisque Rouen est forcément la préfecture et également la ville judiciaire. Donc c'est beaucoup plus simple. Ils sont assignés à résidence, parce qu'on peut avoir besoin d'eux dans les, je ne vais pas dire dans les minutes, mais quand même dans les heures qui suivent. Et à l'époque où cette décision est prise, donc c'est la famille Ferré qui gère les exécutions des arrêts criminels à Rouen. Plus exactement, c'est Charles Ferré qui s'en occupe. Donc à l'époque, il est déjà âgé de 61 ans. Il est officiellement bourreau depuis qu'il a 3 ans. Bon, il n'a pas exécuté évidemment à 3 ans. Mais en fait, son père s'est arrangé pour
lui réserver la place. Et son père meurt quand il a 10 ans, mais il faudra attendre quelques années, il faudra attendre qu'il ait 20 ans pour qu'il puisse à son tour pratiquer. Jusqu'à là, il pratique sous les ordres d'un régent, enfin un superviseur, souvent un membre de la famille, un oncle, un cousin, plus expérimenté, qui vient superviser, qui vient assumer les responsabilités. Parce que les bourreaux ont donc cette particularité-là, c'est que tout ce qui se passe sur un échafaud relève de l'exécuteur en chef. S'il y a un problème, c'est sur lui que les conséquences retombent. Donc Charles Ferré est le fils de Nicolas Ferré, ancien bourreau de la sénéchaussée du siège présidentiel d'Angers, qui a échangé sa place en 1725 pour prendre la place de Rouen qu'il trouvait plus intéressante. On retient peu de choses de sa vie, à part le fait qu'il ait beaucoup bataillé pour faire respecter le droit de lavage. Sauf que dans une ville comme Rouen, il y avait moyen de rendre la chose encore un peu plus intéressante pécuniairement, puisqu'on sommes quand même dans un port, et donc il s'est arrangé pour que la loi valide non seulement le prélèvement tri-hebdomadaire dans tous les magasins de la ville, mais également de tous les bateaux qui déchargeaient des marchandises à Rouen. Donc pareil, c'est à peu près incalculable de savoir quelle manne il a pu récupérer de ça. Visiblement, c'était quelqu'un qui était très attaché aux choses de l'argent financière, puisque pour une pendaison, donc avec tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire préparation du condamné, conduite du condamné jusqu'au gibet, jusqu'à la potence, pendaison du condamné, dépendaison du condamné, ramener le condamné au gibet, il y a bien une différence. La potence, c'est l'endroit où on exécute, où on pend le condamné à mort pour le faire mourir. Le gibet, c'est une potence également, mais elle se trouve à l'entrée de la ville. Et là, on y pend des cadavres, on y pend les corps des condamnés à mort une fois qu'ils sont morts, pour montrer aux passants, si vous venez ici, regardez ce que vous risquez si vous enfreignez la loi. Et ça, c'est une tradition, pareil, qui sera supprimée par la Révolution française. Donc, pour dire, Nicolas Ferré, pour une pendaison, demandait 145 livres au total, tandis que l'intendant lui en a proposé 45. On voit qu'il y avait quand même une petite différence de budget entre ce que pouvait requérir un exécuteur et ce que vous vouliez bien lui donner la justice. Il a également récupéré pas mal de postes, puisqu'on le trouve tout en étant bourreau de Rouen, il était également bourreau de Caen et bourreau de Caudebec, et de Dieppe et d'Orbec. Bon, on reste toujours dans la même région, forcément, c'est une question de facilité, mais ça faisait quand même autant d'opportunités de gagner de l'argent. Évidemment, aucun exécuteur ne pouvait gagner d'argent autrement qu'avec sa profession, puisque toute personne qui aurait tenté de faire commerce en étant exécuteur aurait fermé les boutiques en moins d'une semaine, personne ne serait venu commercer avec lui. C'est une demi-vérité, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui venaient consulter les exécuteurs en tant que rebouteux, ou en tant que pharmacien, en tant que, chirurgien parfois, très discrètement, la nuit tombée, pour ne pas être remarqué. Donc c'était un moyen également de se faire un bénéfice supplémentaire pour les exécuteurs. Mais un vrai commerce ayant pignon sur rue, ça, il ne fallait pas y compter. Donc Charles Ferré, en 1793, comme je le disais, à 61 ans, il vit dans la paroisse Saint-Patrice, dans une rue un peu au nom particulier, la rue de la Truie. Et il est payé 4000 livres annuels, c'est-à-dire l'équivalent des autres villes de 50 000 à 100 000 habitants, Toulouse, Lille, Nantes et Rouen. On lui propose également 20 sous par lieu, donc tous les 4 km environ, pour une exécution capitale. Les bourreaux ne sont pas payés à la tête, comme on dit, mais il y a forcément des frais qui sont impliqués quand il y a un déplacement. On voit également que la justice à l'époque n'est pas très très généreuse envers ceux qui ont perdu leur poste, puisque eux ils se contentent de 600 livres par an. Donc déjà avec 4000 livres, la plupart des bourreaux ont tendance à tirer la langue, et donc 600 livres, je vous laisse imaginer. Parmi les exécutions qu'on peut citer, il n'y en a pas énormément pendant la Révolution française, évidemment il y en a, mais on ne parle pas de la terreur comme il a pu se passer, notamment par exemple à Lyon et à Paris. Mais une des premières exécutions par guillotine que fait Ferré, c'est le 9 février 1793 à Gournay, où il pratique une triple exécution sur les auteurs d'un quadruple assassinat.
Il aurait pu faire une quadruple exécution, mais le quatrième condamné à mort est mort en prison 3 jours avant que le supplice n'ait lieu. Il meurt, alors attendez, oui, c'est ça, il me semble qu'il meurt en 1796, et c'est son fils qui récupère le poste. C'est souvent le cas, de toute façon, c'est plus ou moins des dynasties auxquelles on assiste. Donc, Charles-André Louis Ferré, alors ils ont tous des noms qui se ressemblent, il y a Charles Ferré, Charles-André Ferré, Charles-André Louis Ferré, donc c'est très difficile pour faire de la généalogie avec eux. Charles-André Louis Ferré, donc, lui arrive juste au sortir de la Révolution française, enfin de la Terreur plutôt, en 1796 à ce poste, et il sera l'exécuteur qui va être le plus sollicité à cette époque, puisqu'on lui confie des chauffeurs. Alors, les chauffeurs, ce sont ces bandits qui, souvent masqués ou le visage grimé, s'introduisent dans les fermes et les maisons isolées la nuit pour torturer et brutaliser et assassiner les habitants dans le but de leur faire avouer l'existence d'un magot plus ou moins imaginaire. Et notamment, on les appelle chauffeurs parce qu'ils ont tendance à brûler les pieds des gens dans les cheminées, sur les braises ou même à la flamme. Et il se trouve que la région, le département, est particulièrement concerné. Il y a un chef chauffeur qui s'appelle François Duramé, et c'est une immense bande, donc avec certainement des responsabilités plus ou moins intenses, mais il y aura des exécutions multiples, très fréquentes. Par exemple, une nonuple, le 20 octobre 1797, qui est pratiquée en 4 minutes, si on en croit le compte rendu de la presse, du journal de Rouen. Il y aura un matin de janvier 1798, pardon, pas un matin, un après-midi de janvier 1798, on exécute encore en pleine journée. Il y en aura 14. Le 26 janvier 1798, François Duramé et 7 complices sont exécutés à leur tour. Le 19 février, ils sont 11. En mars, ils sont 14. Le 1er mai, ils sont 15. Et le paroxysme sera atteint le 11 mai 1799, où il y aura 35 condamnés à mort exécutés le même jour, place du Vieux-Marché, donc à Rouen. Il faudra 7 charrettes pour ramener tous les condamnés sur la place publique et pour se fendre un passage au milieu de la foule réunie. Les exécutions capitales, évidemment, sont appréciées par la plupart des gens, enfin applaudies par la plupart des gens, même s'ils ont tendance à cracher sur les passages du bourreau. Mais néanmoins, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Si on croit par exemple cette servante qui, le 21 mai 1800, après avoir assisté à une exécution capitale, s'est pendue en rentrant chez elle parce qu'elle était traumatisée par la scène qu'elle venait de vivre. Charles-André Louis Ferré est mort subitement le 29 avril 1811 et supplié pendant quelques mois par l'exécuteur d'Évreux, le temps que la justice officialise le poste de son fils, Charles-André. Donc on parle de Charles-André Louis à Charles-André. Charles-André Ferré aura une longue carrière à Rouen, puisqu'il sera le bourreau de Rouen pendant 36 ans, de 1811 à 1847. C'est sous sa période, en 1832, que va avoir lieu une nouvelle décision de justice, une nouvelle décision du ministère, commanditée par le roi Louis-Philippe. Et encore une fois, pour une question d'économie. Parce qu'en 1832, on instaure de façon définitive l'application des circonstances atténuantes dans la justice criminelle. Or, avant cette application, la justice était souvent binaire. Il y avait très rarement des occasions de prononcer des peines intermédiaires, telles que les travaux forcés à perpétuité ou à temps. On avait tendance à considérer qu'un coupable était coupable, donc il méritait la peine maximale presque tout le temps. Il faut s'imaginer qu'en 1817, moi j'ai répertorié personnellement au moins 307 exécutions en France. Donc sur la France entière, encore une fois. La décision d'utiliser les circonstances atténuantes va faire passer ce chiffre, qui déjà allait décrescendo au fur et à mesure, il va le faire passer à environ, en moyenne, 30 exécutions capitales par an pour toute la France. Donc, vous voyez, on passe presque à 10% des chiffres initiaux. Donc, cette décision, ça implique une chose, c'est qu'on a trop d'exécuteurs à nouveau en France. Donc on fait un listing. On établit la liste des
des noms, des qualifications, de l'expérience, de la réputation qu'ont les exécuteurs. Il y en a beaucoup malheureusement qui, eux-mêmes traumatisés par le métier, ont tendance à se livrer à l'ivrognerie et arriver ivres pour des exécutions, donc ça donne une image du plus mauvais effet. Donc évidemment, ceux-là ne seront pas prioritaires pour avoir un poste. Évidemment, quelqu'un comme Charles-André Ferré n'a pas grand-chose à craindre de ce genre de loi. Lui-même est parfaitement, on va dire, intégré et tout. Il est l'exécuteur d'une ville importante et il ne donne pas lieu de protestation de la part de ses concitoyens sur son comportement. Donc il reste exécuteur de Rouen. Par contre, on lui supprime 2 de ses aides. Et encore, il a de la chance puisque la Seine-Inférieure reste le seul département de France, à part Paris, à disposer encore de plusieurs aides. C'est-à-dire que Paris aura encore un exécuteur en chef et 4 aides. Rouen, un exécuteur en chef, 2 aides. 10 autres départements, un exécuteur en chef, 1 aide. Et tous les autres n'auront plus qu'un exécuteur en chef, point barre. On établit donc là aussi une liste pour savoir comment on va faire travailler ces hommes entre eux. Et c'est le plus simple, c'est entre départements voisins. C'est ainsi que donc, à partir de l'année 1833, le 1er janvier 1833, il existera un binôme permanent entre les exécuteurs de Rouen et ceux d'Évreux. Forcément, ça dépendait de la cour d'appel. Ce n'était pas toujours le cas, mais c'était souvent ce qui était utilisé. Et donc, dès lors, quand il y a une exécution qui se passe à Évreux, eh bien, évidemment, le bourreau d'Évreux et son aide pratique, mais si c'est une exécution multiple, libre à eux donc de faire appel à leurs collègues de Rouen qui feront le déplacement et qui seront payés en conséquence du déplacement. Et vice-versa. Donc, si à Rouen on considère qu'il y a besoin de bras, davantage de bras, on fera venir les exécuteurs d'Évreux. C'est une collaboration qui se passera tout à fait bien. L'exécuteur d'Évreux à l'époque s'appelle Amand Leroy, il est l'exécuteur depuis 1824. Et son premier aide à cette époque-là s'appelle Joseph Desblair, c'est un nom qui reviendra plus tard dans l'histoire patibulaire, dans l'histoire des exécuteurs des actes criminels, mais on y reviendra. À la période de Charles-André Ferré, il y a également un changement d'habitude, un gros changement d'habitude, sur le lieu d'exécution. Évidemment, on s'imagine que les riverains ne sont pas toujours satisfaits d'avoir la guillotine qui se dresse à leur porte, sous leurs fenêtres, avec toutes les complications, tous les inconvénients que cela présente. Le 13 mai 1835, c'est avec l'exécution de Pierre Poulain qu'a lieu la dernière exécution capitale sur la place du Vieux Marché. Et moins d'1 an après, 10 mois après, le 3 mars 1836, pour la première fois, on exécute sur une place de l'autre côté de la Seine, on exécute place Bonne Nouvelle, qui sera le dernier lieu d'exécution publique pas du département, mais de la ville de Rouen. Charles-André Ferré, comme je vous disais, est resté exécuteur pendant 36 ans à Rouen. Et pendant cette période, il a tranché au moins 85 têtes. Donc en tant que chef, c'est bien actionner lui-même le mécanisme. Et je ne compte pas ce qu'il a fait comme aide, ou ce qu'il a fait quand il est allé dans des départements voisins. Non, mais là je parle vraiment uniquement en tant que chef. La dernière aura eu un côté un peu particulier. Déjà, elle ne se passe pas à Rouen, elle se passe à Argueil, place du Marché, le 26 février 1846. Et c'est un couple d'amants diaboliques. Donc des amants qui tuent le mari gênant ou l'épouse gênante. Et la particularité, c'est donc que Rose-Jeanne, veuve Foucault, une des 2 parties de cette alliance mortelle, sera la dernière femme guillotinée dans le département de Seine-Inférieure. En hiver 1847, il se passe quelque chose à Paris, qui est tout à fait authentique. C'est Henri Clément Sanson, donc 6e de la dynastie, dernier bourreau donc de sa génération et de sa famille, se trouve en prison pour dette. Et il n'a rien trouvé de mieux que de proposer en gage la guillotine. Sauf que, pareil, le ministère de la Justice finit par en avoir vent. Alors, non pas parce qu'ils ont besoin de la guillotine séance tenante, mais bon, parce que des enquêtes sont menées quand même assez régulièrement sur les exécuteurs.
Donc ils font libérer le bourreau, ils mettent la dette à plat, en fait, et ils remboursent les créanciers, mais évidemment, Henri Clément Sanson n'est plus le bienvenu à ce poste. Donc il est révoqué. Et il faut le remplacer. Donc, par qui le remplacer? Par quelqu'un de confiance, quelqu'un d'expérience. Et donc, le 19 mars 1847, en même temps qu'on révoque Henri Clément Sanson, on nomme Charles-André Ferré bourreau de Paris. Donc c'est quand même quelque chose de relativement prestigieux, c'est arrivé au poste principal de la fonction d'exécuteur. Ça aurait pu très bien se passer, comme je vous dis, c'est quelqu'un d'expérience et de confiance, mais là aussi le hasard va intervenir d'une façon assez particulière. Durant les événements de la Révolution de 1848, le général de Bréa sera assassiné à l'entrée de la ville de Paris, barrière de Fontainebleau, l'actuelle place d'Italie. Et 3 de ces assassins seront condamnés à mort. 2 d'entre eux seront exécutés. Et c'est une exécution particulière parce que, alors que d'habitude on a choisi une place publique, on a la place qui s'appelle la barrière Saint-Jacques à Paris, pour faire les exécutions. Là, on a décidé d'exécuter sur les lieux du crime, donc la barrière de Fontainebleau. Donc ça demande encore un effort de supervision, d'attendance. Et surtout, c'est une affaire, comme elle concerne la victime militaire, qui est particulièrement supervisée par les militaires. Et ils ne vont pas savoir prendre correctement la chose pour l'exécuteur, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer une estafette pour le réquisitionner. Sauf que l'estafette ne va pas se rendre à la bonne adresse, il va se rendre chez le fils du bourreau, son aide également, et attendre, sauf que l'aide n'est pas chez lui, et donc l'estafette va, au bout de quelques heures d'attente, revenir en disant « je suis bredouille ». L'exécution va donc être retardée de 24 heures, donc pour une erreur, je souligne, qui n'est nullement la faute de l'exécuteur. Donc décalage de 24 heures, l'exécution a lieu quand même, sans particularité, on va dire sans incident. Mais ça a fait jaser, notamment dans les hautes sphères, et le pauvre Ferré va se retrouver, lui aussi, victime d'une décision administrative. On considère qu'il est quand même fautif de cette chose, et c'est ainsi que lui-même est révoqué en juin 1849. Et cette fois, il perd définitivement sa place, il ne trouvera plus aucune place d'exécuteur, ni son fils, donc son fils et elle, Eugène. Et il mourra à Courbevoie en 1866, oublié de tous, presque dissimulé, puisque beaucoup de documents qui avaient été faits sur lui ne savaient même pas où il était décédé à l'époque. Mais décidément, l'alliance entre Paris et Rouen est vouée à continuer, puisque le remplaçant de Ferré à Paris, c'est encore le bourreau de Rouen. Il s'appelle Jean-François Hellenreich. Il a un nom qui n'est pas du tout normand, hein, comme on peut l'entendre. Lui, il est d'origine alsacienne, à la base. Mais il est d'origine alsacienne, mais né en Italie, sous Napoléon Ier, à l'époque où donc, il y avait des départements français en Allemagne, en Suisse, en Italie et partout. Donc il était le fils du bourreau de Savone, si je ne dis pas de bêtises. Il a grandi, il a passé ses premières années en Provence, à Draguignan, en tant qu'aide de son père. Et puis il a hérité du poste de son père quand il n'avait que 16 ans, quand le père est décédé. On lui a accordé ce poste prématurément, normalement on aurait dû attendre qu'il en ait 20. Mais sauf que c'était un gaillard d'environ 1m90, particulièrement solide, donc il faisait plus que son âge. Et il avait la carrure nécessaire pour être exécuteur. Il ne faut pas imaginer non plus que tous les exécuteurs étaient des armoires à glace. C'était des hommes robustes, mais il n'y avait pas de taille précise. Ça pouvait être des hommes 1m60, 1m70, plus. Voilà, il fallait juste avoir une certaine robustesse et une certaine tenue de caractère. Donc Jean-François Hellenreich est au début bourreau donc, de Draguignan, également bourreau du bagne de Toulon. Les deux, voilà, le bagne de Toulon dépendant évidemment de la cour d'assises de Draguignan. Au bout de quelques années, en 1835, il est dépêché exécuteur en chef pour Grenoble. Et il y reste 12 ans. Et au bout de 12 ans, donc, le 19 mars 1847, alors même que Charles-André Ferré vient d'être envoyé à Paris, Jean-François Hellenreich, avec un curriculum vitae particulièrement efficace, est nommé exécuteur en chef à Rouen.
Oh, il ne va pas pratiquer beaucoup, hein, donc son séjour ne va durer à peine que 2 ans sur place. Mais néanmoins, pendant deux ans, il aura pratiqué 5 exécutions capitales sur cette durée relativement courte. Il fait procéder à des réparations des bois de justice, puisque même si c'est du matériel particulièrement solide, c'est du bois de chêne qu'on utilise pour fabriquer les guillotines, elles sont sujettes à une certaine usure, et comme je vous le disais, il y a une certaine hypocrisie, donc on veut bien avoir un exécuteur, on veut bien avoir des bois de justice, mais moins on s'en occupe, mieux on se porte. Et ça implique également qu'on s'intéresse fort peu aux endroits et aux conditions dans lesquelles les choses sont conservées. C'est-à-dire on peut mettre le bourreau dans un taudis, personne n'en a grand-chose à faire. On peut mettre la guillotine dans un grenier où elle est en proie à l'humidité ou il y a un ensoleillement trop fort et donc il fait travailler le bois. Pareil, on n'en a pas grand-chose à faire. On en parle uniquement au moment où on en a besoin et si la machine ne fonctionne pas, évidemment. Donc, Heidenreich, avec son expérience de la chose, va très rapidement, je pense au bout d'un mois après son arrivée à Rouen, faire procéder à des réparations et à des constatations d'usure sur la machine. C'est sous cette période, juste à la fin de sa présence à Rouen, qu'il y a encore une nouvelle loi qui vient, donc la deuxième, 17 ans après la précédente. Là aussi, pour considérer qu'il y a trop de bourreaux en France. Et pour une bonne raison, c'est qu'en 1848, on a supprimé l'exposition publique, donc le pilori, et pour de bon. Et donc, ça fait quand même plus de la moitié du travail d'un exécuteur qui est supprimé à cet instant. Donc, pas besoin d'en garder autant. Ça sera par le biais de 2 lois consécutives, une en 1849 et une autre en 1850, qu'on supprimera, qu'on fera des coupes vraiment très nettes dans la profession. C'est-à-dire que là, tous les aides sont supprimés, il n'y en a plus. Le statut est revu à la baisse, c'est-à-dire que certains exécuteurs sont rétrogradés au rang de simple adjoint, donc avec les revenus qui vont avec, évidemment. Et seuls les exécuteurs qui dépendent d'une cour d'appel, donc Rouen évidemment en fait partie, donc Rouen, Paris, Toulouse, Rennes, peu importe, ont un statut quand même de chef privilégié avec une somme un peu supérieure à celle de leurs anciens aides. Mais tout a été revu à la baisse. Comme je vous disais, c'est toute une question d'argent. Heidenreich n'aura pas grand-chose à s'en soucier, puisque, donc, comme je vous le disais, le 30 juin 1849, il est nommé à Paris, c'est le poste clé, c'est le poste qui rapporte le plus, avec le plus grand nombre d'exécutions. Donc ce n'est pas lui qui va être le plus concerné par les coupes franches et budgétaires. Et c'est là qu'on arrive donc au dernier exécuteur du département. Il s'appelle Henri Rennes. On trouve plusieurs orthographes, on trouve Rennes comme voilà, la femme du roi, la monarque, ou Rhein, comme le fleuve le Rhin écrit à la méthode allemande. Et il est possible que ça soit ça l'orthographe réelle, puisque beaucoup d'exécuteurs sont des descendants justement de provinces de l'Est. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, il y avait des départements, il y avait une vingtaine de bourreaux, donc c'était eux qui étaient prioritaires sur les listes pour avoir un nouveau poste. Et donc ils sont allés essaimer un peu partout dans la France. Donc souvent ils ont des racines, non pas forcément germaniques, mais du moins alsaciennes et lorraines, qu'on retrouve notamment dans l'orthographe de leur nom de famille. Mais pour une question de commodité, on va utiliser le nom de Reine, hein, comme la femme du roi, ou la pizza, c'est autre choix. Donc, pour désigner le dernier bourreau de Rouen. Donc, son père, Laurent, est l'ancien bourreau du département du Mont-Blanc, donc le département qui regroupait la Savoie et la Haute-Savoie actuelle. Lui-même est né à Chambéry en 1798. Il a fait comme professionnellement 4 ans à Quimper, et puis il a été exécuteur en chef à Versailles de 1821 à 1846. Donc c'est par de Laurent, le père. Henri, son fils, est devenu son aide en 1814, donc c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Et c'est lui qui lui succède comme bourreau de Versailles le 23 février 1846, un mois après sa mort. Il va y rester donc à peine 3 ans, pratiquer 3 exécutions, plus une à Chartres. Comme je vous le disais, c'est toute une question de voisinage. Les bourreaux de Versailles exercent à Chartres, ceux de Chartres exercent à Versailles et vice-versa à chaque fois. Et à partir de sa nomination
Et juste en 1853, en 4 ans, il va pratiquer 7 exécutions. 4 à Rouen, une à Eux et 2 à Évreux. C'est durant son mandat que, donc, comme je le disais, il y a eu une deuxième loi de 1850 qui réduisait encore le traitement accordé aux exécuteurs. On est passé désormais de 4000 livres à 4000 francs et puis à 2400 francs. Donc la chose est vraiment de plus en plus rigoureuse. Cependant, sachant bien qu'aucun des exécuteurs ne va avoir beaucoup de chance pour trouver du travail, pour trouver une rémunération à côté, les ministres vont se montrer cléments et laisser durer pendant 3 ans la possibilité de travailler, on va dire, on ferme un peu les yeux, ils gardent leur poste sans l'avoir officiellement. Mais quand arrive l'été 1853, cette fois-là, ça sera définitif, beaucoup d'exécuteurs perdront définitivement leur poste. Et on fera une nouvelle rénovation pour l'occasion, c'est-à-dire que dans les villes cour d'appel, il y aura un chef et un adjoint. Encore une fois, on leur proposera d'aller travailler en binôme avec les cours d'appel voisines. Mais, on va y revenir quoi qu'il en soit, mais la majorité d'entre eux vont perdre leur boulot. L'année 1853 va être particulièrement sévère pour tous les exécuteurs. Je vous évoquais les exécuteurs en chef, il y a également les aides. Alors, ils ne sont pas forcément très faciles à trouver, parce que bon, ils ont un statut un peu oublié, un peu omis, quoi. Mais il y a Julien Fortuné-Leroy, par exemple, qui a été après son poste à Rouen, qui a été nommé à Alençon, où il est resté 2 semaines. Après, il est parti à Évreux, là, il est resté 3 ans. Il a fini d'abord aide à Paris, puis chef à Chambéry, dans le nouveau département de la Savoie, jusqu'à sa mort, le 4 janvier 1871. On a un autre qui s'appelle Charles-Adolphe Calle, donc, qui était un natif de Rouen, il est né en 1800. Et Charles-Adolphe Calle, lui, sera le dernier bourreau de Nevers. On a parlé de Ferré, bon, ça, voilà, Ferré il sera plus oublié. Charles Greenheiser aussi, qui après sa suppression de poste sera nommé chef à Caen, et il mourra en 1853. Henri Rennes, lui, va faire un autre changement. Je vous évoquais que l'état des voies de justice avait été souligné par Heidenreich comme étant particulièrement moyen. Rennes, lui, va considérer que non seulement ils sont en mauvais état, mais qu'en plus ils sont trop vieux et trop lourds. Il a eu l'habitude de manipuler la guillotine de Versailles. Ces guillotines-là, une fois sans exécuteur, ne servent plus à rien. Elles sont vendues aux enchères. Lui, il ne va pas les vendre aux enchères, il va la récupérer et utiliser la guillotine de Versailles pour remplacer celle de Rouen, qui avait fonctionné à Rouen depuis au moins la Révolution française. Pas une grosse différence, mais souvent c'est une question de facilité, une question d'habitude qui explique cette décision. Ils sont en meilleur état. Henri Rennes va avoir comme adjoint le bourreau de l'ancien bourreau d'Évreux, donc Amand Leroy, donc destitué en 1853, puisqu'il n'y a plus besoin d'un exécuteur à Évreux. Lui, on va lui proposer le poste d'adjoint à Rouen. Et les 2 hommes vont continuer donc, la collaboration qu'ils pratiquent depuis déjà quelques années. Ils ne vont pas pratiquer beaucoup, quoi qu'il en soit, puisque si on fait le calcul sur toute cette période, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exécutions sur les 2 départements de l'Eure et de la Seine inférieure, en l'espace de 15 ans. Donc c'est quand même relativement peu. Mais comme je vous disais, le chiffre a été revu à la baisse. Le nombre de condamnations à mort a quand même largement baissé au fur et à mesure du temps. Ce sont du crime tout à fait classique, malheureusement rien qui fait vraiment parler. Meurtre le 3 mai 1854, l'assassinat d'un garde particulier. Le 17 février 1855, à Neuchâtel-en-Bray, Étienne Damas, qui avait tué sa belle-mère pour en hériter plus vite. C'est la dernière exécution capitale qui a lieu ailleurs qu'à Rouen, dans le département. On trouve l'assassin de son voisin, des parricides, des assassins crapuleux. Voilà. C'est le tout venant de la guillotine. Il faut vraiment s'imaginer que ceux qu'on envoie à l'échafaud ne sont pas forcément
des criminels monstrueux, ce ne sont pas tous des tueurs en série, c'est vraiment ce qu'on voit dans la rubrique faits divers encore actuellement. On sait pertinemment, évidemment, que plus le crime est odieux, plus il a des chances d'être sanctionné par la peine capitale, mais néanmoins, ce n'est pas forcément toujours le cas. On trouve également les bourreaux de Rouen présents au moins à 2 exécutions dans l'Oise, en 1853 à Saint-Just-en-Chaussée, et le 31 janvier 1860 à Beauvais. Pareil, encore une fois, c'est une question de facilité, de déplacement. C'est une chose qui va être de plus en plus marquée avec le développement du chemin de fer en France. À partir du moment où on a des voies ferrées qui relient les villes, c'est beaucoup plus simple de transporter et les bourreaux et les bois de justice, puisque nous sommes encore avec des machines qui fonctionnent avec un échafaud, donc comme je disais, une estrade haute de 2 mètres, en bois solide, en bois massif, puisque bon, une guillotine, ça représente environ à l'époque 800 kg, rien que la machine. Donc si vous comptez avec l'échafaud, on va dire que c'est un ensemble qui va peser 1,5 tonnes, 2 tonnes, donc il faut quand même quelque chose pour le porter. Ce qui rendait très complexe certains problèmes d'intendance quand il fallait déplacer sur des routes endommagées par le gel, le givre, la pluie et tout ça. La voie ferrée va avoir un effet inattendu avec les exécuteurs des arrêts criminels. Comme je vous disais, Amand Leroy, ancien bourreau d'Évreux et le premier adjoint de Rennes, il le restera pendant 10 ans, avant d'être destitué pour une question d'âge. Il a 74 ans à ce moment-là. Mais malgré tout, il va survivre encore 11 ans, et donc il mourra largement octogénaire à Rouen le 22 février 1874. Lui-même avait exécuté, quand il était chef, 27 condamnés à mort à Évreux et dans les villages, les communes du département. Il sera remplacé par un certain Louis-Marie Durand. C'est pas un remplacement très prestigieux, puisque de tout ce que j'ai pu lire sur Durand, tous ses patrons se félicitent une fois qu'il est parti. Par exemple, vous avez l'exécuteur de Bastia qui écrit à son collègue de Chambéry, qui vient de l'avoir, en lui mettant « Je suis bien content d'en être débarrassé ». Oui, parce qu'en fait, Durand a tendance à toujours jouer les « je sais mieux faire », donc à jouer les m'as-tu vu et tout, et à le faire savoir à ses chefs et à le faire savoir au public, enfin à s'attribuer un rôle qui n'est pas le sien. Celui-ci donc restera en poste jusqu'en 1871. La dernière exécution pratiquée par ces 2 hommes, donc en binôme, aura lieu le 14 septembre 1869 sur la personne de Jean-Guillaume Canu, qui est l'assassin d'une veuve de capitaine. Et nous arrivons donc à la fin du Second Empire, 1870, la chute du Second Empire et le début de la Troisième République. Et dès le début de la Troisième République, encore une fois, question budgétaire, et on décide de faire des coupes chez les exécuteurs des arrêts criminels. Le 25 novembre 1870, le décret Crémieux, du nom du ministre de la Justice, va complètement supprimer les postes régionaux. C'est-à-dire que désormais, il n'y aura plus que 6 exécuteurs, donc un chef et 5 aides, tous basés à Paris, avec 2 machines, une principale et une en remplacement, elles aussi basées à Paris, et on les enverra aux 4 coins de la France en chemin de fer. Tous les autres exécuteurs, au cours de l'année 1871, vont perdre leur poste et se retrouver bénéficiaires d'un secours plus ou moins important selon leurs années de service et leurs capacités. Donc, Henri Rennes et Louis-Marie Durand seront eux-mêmes victimes de cette décision de loi, donc, qui a lieu au mois d'avril 1871, la dernière rémunération au mois de mai. Donc, je ne sais pas officiellement si on peut dire qu'ils ont perdu leur poste en avril ou en mai, mais voilà, c'était au printemps, quoi qu'il en soit. Ils vont survivre donc plus d'une dizaine d'années, puisque Durand, lui, ira se réfugier à Aix-en-Provence, il mourra en 1884. Et Henri Rennes, donc dernier bourreau officiellement de Rouen, lui partira revivre dans la région parisienne, en Île-de-France, dans plusieurs villes de la petite couronne. Et c'est là-bas qu'il mourra, donc le 10 octobre 1881, à Vanves. Reste alors quelque chose, après le départ de ces hommes, pas encore leur décès,
c'est que faire de la guillotine. Il reste encore donc la guillotine de Rouen ancienne qui a été conservée et la guillotine de Versailles qui a été rapatriée quelques années, enfin une vingtaine d'années auparavant. Et là, la justice va s'en débarrasser pareil en vendant aux enchères, au premier plus offrant. Et pour le cas des guillotines rouennaises, je vais citer un extrait d'un article du Journal de Rouen du 18 août 1890 qui affirme: les deux guillotines trouvèrent acquéreurs et les bois de chêne, des montants et des échafauds d'excellente qualité furent employés dans la construction de maisons que nous pourrions citer. Un détail curieux, on sait que les montants des guillotines sont peints en rouge. Avec les planches débitées de ces bois, et auxquelles on avait eu soin de conserver leur couleur, on installa dans ces maisons un parquetage très élégant et très économique dont les habitants actuels ne soupçonnent certes pas l'origine. Voilà. C'est la dernière information que nous aurons sur les guillotines ayant fonctionné à Rouen. Je pense que, bon, évidemment, les propriétaires n'auraient certainement pas apprécié de savoir l'origine du bois en question, mais moi, par mesure historique, je pense que j'aurais bien aimé avoir davantage d'informations. Mais peu importe, ça fait partie des mystères destinés à le rester. Donc, comme je vous disais, 1871, suppression des postes français, enfin des postes régionaux, et on ne fait plus qu'un poste, plutôt 6 places en France. C'est également l'occasion d'utiliser une nouvelle machine. Alors là, je vais par contre vous montrer, ce sera plus simple, vous montrer les différences. Alors, ceci n'est pas la guillotine de Rouen, parce que de toute façon il n'existe pas d'image. Mais ça, c'est une guillotine de modèle Schmitt, une guillotine révolutionnaire. Celle-là, c'est celle de Maastricht. Donc vous voyez sur l'échafaud, donc on peut se représenter à quoi ça ressemblait. On a tous plus ou moins cette image d'Épinal et tout, mais très officiellement, ça ressemble à ça. Souvent, on a une image déformée là aussi des guillotines en s'imaginant quelque chose de particulièrement large. Non, c'est un appareil qui fait la largeur des épaules d'un homme, quoi. Donc il y a environ 40 cm d'espace entre les deux montants. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà, donc une machine qui fait 4 mètres, entre 4 mètres et 4 mètres 50 de haut, et donc une quarantaine de centimètres de large. Et si on compte les deux poteaux qui font 15 cm de côté, ouais, vous avez environ 70 cm de large. C'est quand même un appareil relativement étroit. Donc c'est une machine comme ça qui a servi à Rouen jusqu'en 1869. Mais avec la décision de 1870, on a décidé d'utiliser un nouveau modèle. C'est l'œuvre d'un exécuteur, de l'exécuteur de Bastia, de l'aide de Bastia, qui s'appelle Alphonse Léon Berger. Donc, pratiquement, on voit, il n'y a pas une différence flagrante non plus, le principe reste le même, mais plusieurs améliorations ont été apportées, notamment au système de rétention du couperet en haut, voilà, qui est dans une pince qu'on appelle la grenouille, qui est centralisée, alors qu'avant le système de chute était mis sur le côté de la machine, sur ce côté de la machine. La hauteur est un peu revue à la baisse, légèrement. La stabilité de l'ensemble est faite par des bois en croix et non plus simplement un socle rectangulaire. Donc ça, c'est une photo dont je suis l'auteur. Hein. La personne qu'on voit, c'est le dernier exécuteur des arrêts criminels de l'Algérie française. Et ça, c'est une machine, on va dire aux origines un peu incertaine, peut-être une copie de très bonne qualité, peut-être une machine détournée depuis Tahiti, puisqu'il y avait une guillotine à Tahiti. Et ça, je ne peux pas avoir la confirmation de ce que j'avance, du moins pas davantage. C'est ce modèle, donc le modèle Berger, je vous le remets, mais je peux vous montrer d'autres versions. C'est le modèle Berger qui sera utilisé en France jusqu'à l'abolition de la peine de mort. Donc c'est toujours la même machine qu'on va utiliser, enfin la même machine, pas les mêmes exemplaires, mais du moins le même fonctionnement. Mais Rouen ne va pas être concerné très rapidement par l'utilisation de cette machine. Comme je vous ai dit, en 1869, on pratique la dernière exécution sur un échafaud. Il faudra attendre 25 ans avant qu'on revoie la guillotine se dresser à Rouen. On est le 27 juillet 1894 et le condamné à mort en question s'appelle Raymond Gamelin. Le voici.
donc Raymond Gamelin. Et c'est ce qu'on appelle un satire assassin. Bon, c'est le terme utilisé par la presse. Ça correspond à tous les saligots violeurs et assassins d'enfants, notamment, comme on connaît, donc à Nordal Lelandais, ce genre de personnage. Voilà, donc généralement, c'était un des crimes qui était le plus sévèrement sanctionné, à peine moins que le crime principal de l'époque, qui était le parricide. Le parricide qui avait un cérémonial particulier, puisque le condamné à mort qui était condamné comme parricide était conduit à l'échafaud pieds nus, avec une longue chemise blanche et un voile noir sur la tête qu'on lui a enlevé au dernier moment, juste avant son exécution. Et avec une précision, avant 1832, plutôt jusqu'en 1829, mais la loi est passée en 1832, un condamné pour parricide, à la seconde avant qu'on ne lui coupe la tête, on lui coupait également le poignet droit. Donc c'était extrêmement rapide, mais c'était un détail supplémentaire. On considérait que quelqu'un qui avait porté la main sur ses parents, c'était l'indignité suprême. Donc ça méritait un supplice supplémentaire. Et ça a été supprimé à la même époque que l'application des circonstances atténuantes en justice. Donc Raymond Gamelin, premier guillotiné de l'époque moderne à Rouen. Il y avait eu une exécution entre-temps, en 1884, mais c'était une exécution militaire, même si c'est un criminel de droit commun, puisqu'on a affaire à un parricide, l'assassin de son grand-père, le soldat Adeline. Donc il a été passé par les armes sur un champ de tir le 29 octobre 1884. Mais ça n'avait pas attiré autant de monde qu'une exécution par guillotine. On continue à pratiquer, à cette époque-là, les exécutions publiques, place Bonne Nouvelle, au même endroit qu'on dressait les bois de justice avant 1870. Il faut s'imaginer donc juste à la sortie pas de la prison, mais juste à l'angle de la prison de Bonne Nouvelle. Les bourreaux ont tendance à dresser la machine dans le prolongement de la rue de la Motte, donc qui dessert l'entrée de la maison d'arrêt. Et donc Gamelin est le premier. Il y a beaucoup de photos qui manquent. Je fais partie des gens qui... Il y a des gens qui collectionnent les vignettes Panini pour les footballeurs. Moi, je suis du genre à essayer de collectionner les photos des condamnés à mort. Bon, historiquement, c'est un peu plus intéressant. Après, c'est un peu moins intéressant à raconter en soirée. Mais ceci étant, il y a beaucoup de photos qui ont disparu des dossiers ou qui n'ont pas existé. C'est ainsi que, par exemple, pour Adrien Betty, exécuté en 1899, et il me semble Adrien Bouvier, exécuté en 1901, ces deux-là, je n'ai pas retrouvé de photos. Est-ce qu'on en a pris deux à ce moment-là? Peut-être ont-elles été dérobées dans les dossiers judiciaires. Et ça, pareil, ça reste un mystère sur lequel on n'aura jamais une seule réponse. Marius Paudière, lui, a été guillotiné en 1917. Alors on est en pleine Première Guerre mondiale, ça peut paraître bizarre, mais les exécuteurs des armes criminelles n'arrêtent pas pour autant. D'autant qu'à cette époque-là, tous les membres des hautes œuvres sont déjà des quinquagénaires. Donc ils ne sont pas concernés par la conscription, enfin ils ne sont pas envoyés d'office dans les tranchées. Et les criminels continuent à exercer. C'est une période où il y a davantage d'exécutions militaires, où les criminels de droit commun sont souvent des soldats, donc on les passe par les armes, mais il a quand même existé certains criminels qui ont été décapités comme tout un chacun à cette époque-là. Rouen a connu une particularité en 1918, il y a eu 2 exécutions capitales à quelques mois d'intervalle, et les 2 condamnés ne dépendaient pas de la cour d'assises de Seine-Inférieure, mais l'un de la cour d'assises du Nord et l'autre de la cour d'assises de la Somme. Seulement, ils ont été jugés à Rouen, parce que les 2 cours d'assises en question étaient sur le champ de bataille, plus ou moins, et donc ne permettaient pas qu'on puisse procéder à la justice et aux exécutions capitales. Donc 2 clercs qui avaient souillé et assassiné une petite fille, et Camille Carpentier, qui était un père de famille misérable, qui avait tué ses 2 enfants au berceau parce que c'était trop cher de les nourrir, ont été guillotinés sur la place Bonne Nouvelle. En 1920, il y a Alfred Mackenen, l'assassin de 2 femmes, un morte-mère, qui est resté
dans une petite anecdote au moment de sa mort, quoi. On lui a proposé une cigarette, il a dit non merci, je ne fume que le Nil, et je ne fume que le Nil, c'était le slogan publicitaire d'une marque de cigarette de l'époque. Donc la presse avait relevé ce petit trait d'humour assez particulier, juste, on va dire, un quart d'heure avant qu'il ne meure. En 1923, exécution de Charles Vasseur, qui avait étranglé une jeune femme au Havre pour la voler. Le cousin de la victime, un gamin de 19 ans, avait été lui aussi condamné à mort, mais lui a été gracié. 1927, exécution de Désiré Bénard, donc un autre violeur d'enfants. 1928, alors lui c'est à Évreux, mais un assassin qui avait commis son crime, c'était un féminicide, il avait assassiné sa femme en pleine rue parce qu'elle voulait le quitter. Lui a été condamné à mort d'abord à Rouen et puis à Évreux, donc il a été exécuté à Évreux, ce sera la dernière exécution publique à Évreux. En 1928, 27 mars 28, Paul Lasguy, qui répond d'un double assassinat, lui aussi va avoir une phrase particulière, si on peut dire. C'est-à-dire que quand le condamné est en cours de préparation, vous avez toujours un juge d'instruction pour lui demander s'il a des dernières déclarations à faire. Alors, ce n'est pas des dernières déclarations spécialement dire j'aime le chocolat ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui a rapport avec l'enquête. Est-ce que vous avez un élément à fournir à l'enquête? Et lui, eh bien, il a véritablement un élément qu'il n'a jamais dit jusqu'alors, c'est qu'en fait, il révèle l'existence d'un complice. À la dernière minute, vraiment, au moment où on est en train de le préparer, il dit moi, j'ai pas fait ça tout seul, j'étais accompagné d'un certain Renaud, et Renaud, on m'a accusé d'un double assassinat, et lui, il a commis un des deux assassinats, et moi, j'ai fait l'autre. Dans les heures qui suivent l'exécution, parce qu'évidemment, la justice est en marche, on ne peut pas l'empêcher, la police va aller arrêter Renaud. Celui-ci va tomber des nues, mais va avouer le crime. Mais il aura un petit coup de chance par rapport à son complice, puisque lui ne sera condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité au mois de juillet suivant. Mais donc l'affaire était tout à fait réelle. Ce n'était pas une invention de dernière minute de la part du condamné. En 1930, deux autres condamnés, pas en même temps. Moi, je vous disais, Lasguy, c'est celui qui a dénoncé son complice. Voilà, vous pouvez vous faire une petite idée. Et puis les deux de 1930. Vous avez d'abord Verdière, donc encore un homme qui avait enlevé, assassiné, étranglé et violé une petite fille. Donc lui, il a déclaré « Je veux mourir comme un brave, je n'aurai pas peur ». Voilà, c'était quelque chose d'assez fréquent. La plupart des condamnés à mort, de façon à aller assez résignés à la mort et non pas larmoyants. Il y en avait qui mouraient vraiment, qui étaient vraiment terrorisés au moment de mourir, ça se comprend, mais ce n'était pas la majorité d'entre eux. Et Alfred Fleury, qui avait abattu son ancien patron et blessé une bonne, alors qu'il essayait de les voler. On est donc en 1930, il faudra attendre 9 ans de plus avant de revoir la guillotine à Rouen. Alors là, je ne vais pas avoir besoin spécialement de donner beaucoup de détails, puisque justement, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'affaire Vittel est quand même très connue, elle a été l'objet d'un très bon livre. Moi, je l'ai traité dans un livre que j'ai fait, la biographie du bourreau des Fourneaux. Donc voilà, André Vittel, lors de la reconstitution, donc, le condamné le plus jeune à avoir été exécuté au XXe siècle. Pas le plus jeune de tous, puisque à la Révolution française, je crois que le plus jeune des condamnés avait 13 ans. Mais au XIXe siècle, de mémoire, je crois me rappeler au moins deux, et probablement plus, condamnés à exécuter alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Lui, il n'avait pas encore 18. Je crois que c'est à 22 jours près qu'il avait fêté ses 18 ans. Donc si on rappelle les faits brièvement, en fait, il s'est rendu chez son frère et sa belle-sœur, en l'absence de son frère, sous prétexte de demander de l'argent. Elle a refusé, donc il a tué sa belle-sœur et puis il a étouffé le petit bébé qui était au berceau parce qu'il pleurait, que ça le gênait. Donc voilà, quand même un crime atroce de la part d'un gamin aussi jeune. André Vittel, donc, qui a été exécuté le 2 mai 1939, alors toujours au même endroit, place Bonne Nouvelle, avec la seule particularité, c'est que son exécuteur, c'était le successeur de Desbler, donc bourreau de France, décédé au mois de février précédent. Et des Fourneaux, c'était sa première exécution en tant que chef officiellement. Il en avait pratiqué 2 en tant que chef, mais en suppléant.
Donc c'est sa première exécution, et lui décide de monter la machine non pas dans le prolongement de la rue de la Motte, mais de la tête donnant contre les murs de la prison Bonne Nouvelle. Ça ne change pas grand-chose à l'affaire, mais ça indiquera une façon de faire du bourreau en question. Il a tendance à vouloir que les condamnés voient la machine vraiment au dernier moment, et ce positionnement le permet davantage plutôt qu'une machine dressée dans le prolongement de la rue. La même année aurait pu se passer une autre exécution capitale, celle d'un autre Verdière. Je vous disais, il y en avait un qui a été exécuté en 1930, mais il y en a eu un autre juste condamné à mort en 1939 pour l'assassinat d'une vieille dame, et qui était un gamin lui aussi, puisque je crois qu'il n'avait pas encore 19 ans. Mais lui, on a considéré que bon, ça, par rapport à l'affaire Vittel, c'était moins grave, et que ça ne nécessitait pas une seconde venue des bourreaux et des pots de justice à Rouen en l'espace de quelques mois, quoi. Donc même pas en l'espace de 6 mois, puisqu'il y avait quand même une étude qui était faite à chaque dossier de condamné à mort quant à l'opportunité d'une exécution capitale, d'une part par rapport à la gravité du crime, mais également à l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique considérerait que c'était particulièrement nécessaire ou pas? Et ça a été le cas jusqu'à l'abolition de la peine de mort. Il a fallu attendre, là cette fois beaucoup moins, à peine 1 an et 2 jours avant que la guillotine ne revienne. Mais cette fois, il y a eu une particularité entre les deux. C'est que le 17 juin 1939, il y a eu une exécution qui a eu lieu à Versailles. Et cette exécution a été suivie par la presse, photographiée et filmée. Alors, quand on sait un peu les circonstances, on peut se poser la question si ça n'a pas été un poil organisé, malgré tout. Mais ça a été l'opportunité, en tout cas pour le gouvernement, pour faire passer une loi, 7 jours plus tard, un décret-loi, pour faire interdire les exécutions en public, donc à l'entrée des prisons, dans les rues et les places publiques. Et donc désormais, les exécutions ont lieu dans l'enceinte des prisons. Voilà. Et ça va vous donner l'idée de la rapidité d'une exécution capitale. Voilà. En moyenne, et encore le film de mémoire doit être à peine ralenti, une exécution de la sortie du condamné de la prison à la chute de la tête dans le panier, ça dure 10 secondes. C'est vraiment fait de façon à ce que le condamné se rende compte de moins de ce qui est en train de lui arriver. Et ça sera pareil, une technique qui sera améliorée au fur et à mesure, puisque de mémoire, le dernier bourreau de France, Marcel Chevalier, disait que ces dernières exécutions, il les pratiquait en 6 secondes. Donc c'est pas une question de gloriole personnelle uniquement, c'est surtout, voilà, plus ça va vite, mieux c'est, le but étant de rendre justice et non pas de torturer le condamné. Donc, comme je vous disais, donc, le 4 mai 1940, donc 1 an et 2 jours après la précédente exécution, Émile Brodin sera guillotiné dans l'enceinte de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle, dans la cour d'entrée, à l'abri des regards. Lui n'a pas fait beaucoup parler, déjà c'est pas une affaire locale, puisque c'est une affaire qui a été commise à Clichy, dans le Calvados. Il a tué une vieille dame pour la voler. Mais c'était un militaire, donc il a été condamné en tant que soldat. Sauf qu'à l'époque, on a fait, il y a eu un décret-loi qui est passé qui permettait aux condamnés militaires, s'ils avaient commis un crime de droit commun, d'être punissables par le biais de la méthode civile et non pas par la justice classique de la fusillade. Il y aura encore 4 années presque qui vont passer avant qu'on ne revoie la guillotine, enfin qu'on la revoie, c'est encore on peut dire. C'est pour une double exécution, donc je n'ai trouvé que la photo de l'un d'entre eux, donc il s'appelle André de Almeida, et lui avec son collègue Jean-Louis Le Baudy, c'était des trafiquants au marché noir, et sur les ordres de leur commanditaire, ils ont assassiné et noyé une de leurs complices, parce qu'elle commençait à faire du trafic avec d'autres malfrats et à ne pas leur faire profiter des bénéfices. Donc ils l'ont noyé dans la rivière, noyé dans le fleuve à Sotteville. Et ils ont été guillotinés tous les deux le 21 mars 1944. À part eux, bon, je vais pas être trop long non plus sur cela,
Mais il y a eu d'autres condamnés, évidemment, qui ont un lien avec la Seine-Maritime. C'est des natifs de Seine-Maritime, mais qui sont allés se faire vulgairement pendre ailleurs. Alors souvent, ça reste dans le coin, hein, on trouve des condamnés nés dans le département, mais qui sont morts à Évreux ou à Paris. Mais on peut aller plus loin, des condamnés qui sont morts à Saint-Brieuc, à Caen, Périgueux, souvent d'ailleurs. Enfin, souvent Caen, je retrouve au moins 3 condamnés natifs du coin qui sont allés mourir à Caen. Et la dernière fois, le dernier condamné à mort natif du département et qui sera mort exécuté, ça aurait été Jean Dupont, condamné à mort à Chartres et exécuté à Paris en 1959, parce qu'il avait, pour se venger de son épouse, il avait tué leur fille et il l'avait fait brûler dans la cheminée. Je vous disais donc ça, c'est en 1944 qu'a eu cette exécution. 1940, cette même année, donc nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, les déplacements de la guillotine deviennent de plus en plus hasardeux, puisque de toute façon la résistance a tendance à dynamiter les réseaux ferroviaires, et donc à rendre, et il y a la débâcle allemande et tout. Donc fatalement, on se retrouve avec un problème pas insoluble, mais quand même délicat, c'est comment exécuter des condamnés à mort quand on n'a pas de guillotine à disposition. Donc pendant 2 ans et demi, la loi autorisera, comme je vous disais, il y a des militaires complets guillotinés, mais là ça sera l'inverse, il y aura des condamnés de droit commun qui seront passés par les armes. Et ce sera le cas à Rouen, pas à Rouen, ce sera le cas dans le département, à 3 reprises, et toutes durant l'année 1946. Où il y aura donc 3 condamnés à mort qui seront exécutés au champ de tir du Rouvray, au lieu-dit de Madrier à Petit-Couronne. Donc d'abord, il y a eu Ernest Thomas, donc, qui était un malfrat, et il avait endossé l'uniforme allemand, il se rendait dans des fermes pour exiger du butin, de la nourriture et tout, en feignant d'être un soldat allemand. Et il a fini par tuer un cultivateur à Ban-le-Comte. Le 27 août 1946, il y a eu un amant diabolique qui s'appelait André Choulan, qui avait étranglé son patron, donc patron et rival. Sa maîtresse, elle s'est jetée dans un puits 4 jours plus tard, parce qu'elle était sur le point de se faire arrêter, donc elle n'a pas tenu. Et ensuite, le 14 septembre, donc vous voyez, à peine 3 semaines après, il y a eu un autre amant diabolique. Lui avait commis son crime dans l'Eure, mais il a été jugé dans l'Eure, l'arrêt a été cassé et il a été rejugé à Rouen. Donc les 3 ont été fusillés donc, à Petit-Couronne en 1946. Cependant, d'ailleurs j'ai une illustration, c'est assez choulant, donc, qui est pris sur le lieu du crime, et donc il avait été ficelé comme un saucisson donc, pour l'empêcher de passer. Bon, ça c'est, désolé, ce n'est pas très ragoûtant, mais voilà, il faut s'imaginer qu'il y a quand même des photos qui, et encore, c'est pas la pire de photos qu'on puisse trouver dans les dossiers judiciaires. Pour toute personne qui serait intéressée de faire des recherches judiciaires en consultant des dossiers de cour d'assises, mieux vaut avoir une certaine expérience de la chose parce que ça peut être particulièrement violent. C'est toujours sordide et toujours glauque, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a certaines images qui sont à la limite du soutenable que moi, par exemple, j'ai conservées dans mes archives et que je ne ferai voir à personne parce qu'elles sont vraiment immondes. Donc, et là, on est encore dans le soft, je vous dis. Donc, 1947, les exécutions par guillotine reprennent, le chemin de fer a été rétabli, il n'y a pas trop de problème. Guillaume Quilleroux, donc, qui est un assassin de chauffeur de taxi, c'est un crime qui est très 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 récurrent à l'époque. Les malheureux chauffeurs sont assassinés souvent d'une balle dans la tête pour un butin relativement dérisoire. Je crois que vers 1953, je crois qu'ils avaient comptabilisé en l'espace de 8 ans, on en était peut-être à 500 ou 600 agressions de chauffeurs de taxi sur toute la France, en l'espace de 8 ans. Donc c'était quelque chose qui était sévèrement réprimé. Donc Quilleroux, lui, avait en plus un mauvais antécédent. Il avait déjà été arrêté pour avoir tiré des coups de feu sur un GI pendant une rixe. Il n'a pas eu une grande réaction, il a écrit à sa famille, il leur a mis un poème, et puis voilà, il a accepté le rituel, le café, le rhum et la cigarette, en fait 2 cigarettes plus exactement. Pour son cas, c'était l'occasion de ce qu'on appelait une tournée, c'est le terme, c'est-à-dire que souvent la justice envoyait le bourreau en mission avec plusieurs haltes consécutives à quelques jours d'intervalle, ce qui fait que Quilleroux a été guillotiné le 3 juillet 1947, le lendemain
À Évreux, il y a eu Charles Grenier qui a été guillotiné à son tour, et le 5, on a retrouvé la guillotine à Alençon pour Henri-Marius Pelletier. Voilà, donc en l'espace de 3 jours, 3 têtes dans les 3 départements de Normandie. Un an plus tard, voilà le dernier. Ce sera le dernier de la liste des guillotinés. Il s'appelle Piotr Piskorski. C'est un ancien officier de l'armée soviétique, puis il est devenu sergent dans l'armée US. Il a perdu toute sa famille en déportation, c'est un instituteur à la base, mais bon, au lieu d'enseigner aux enfants, dans la tragédie de la guerre, malheureusement, il va commettre une tragédie supplémentaire. Il va s'attaquer à une dame russe et à sa nièce de 7 ans. Il va les tuer à coups de barre de fer pour les voler, avec un complice. Et il sera donc le dernier condamné à mort exécuté à Rouen le 24 août 1948. Son exécution a été relatée dans la presse, mais avec le minimum de détails. On sait tout juste qu'il est mort courageusement, mais voilà. Après quoi, ça ne veut pas dire que la peine de mort est finie à Rouen pour autant, mais il y a eu très peu de condamnations. Il faut attendre le 3 mars 1949 pour avoir une condamnation à mort d'un certain Ernest Gouman, mais il sera gracié. Le 8 juillet 1950, une double condamnation pour les assassins d'Allouville-Bellefosse, qui s'appelaient Launay et Mérou, sauf que eux auront droit à une cassation de l'arrêt et seront condamnés à perpétuité à Caen le 21 avril 1951. En 1952, trouvez la photo, attendez. Voilà. 1952, la cour d'assises de l'Eure condamne Georges Leroy. Georges Leroy, donc, qui a commis un double assassinat et une double tentative d'assassinat. On est encore sur du féminicide, hein, en fait. Il était amoureux d'une femme, elle ne voulait pas de lui, donc il a tué son père, et il a tenté de tuer sa mère et sa nièce. Donc, et le tout à coups de hache. Bizarrement, alors que bon, on s'imagine bien, 4 victimes. 4 victimes, ça fait quand même beaucoup. Ben non, il a quand même mérité une grâce présidentielle. Mais nous étions en 1952-1953. Et cette fois, la peine de mort était en train d'emprunter un chemin de plus en plus déclinant. On se retrouvait à condamner à mort en moyenne 5 à 10 personnes par an. Donc, encore une fois, je vous laisse imaginer par rapport à des périodes où on en condamnait 500 par an. On est vraiment dans du minimum de chez minimum. Donc Georges Leroy, en tant que condamné à Évreux, relève d'une nouvelle loi qui supprime les exécutions dans les départements et qui centralise les exécutions dans les prisons principales de la cour d'appel. Donc il a été le premier à faire cette loi en 1952-53. 10 ans après, en 1963, lui il a quand même une tête. Voilà, Marcel Demaillet, lui, il est le dernier condamné à mort du département, véritablement, condamné par la cour d'assises de Seine-Inférieure, le 11 mars 63. C'est encore une affaire de féminicide, mais sauf qu'il ne s'en est pas pris à sa compagne, mais comme elle avait quitté, qu'elle avait porté plainte contre lui pour violence, il a tué le fils de sa compagne. Donc, voilà. Donc encore un crime impardonnable, mais malgré tout qui a été considéré comme méritant la grâce. Après, c'est les présidents de la République qui prennent la décision. Là, c'était Charles de Gaulle, en l'occurrence. C'est en leur âme et conscience qu'ils décident de ça. Il a été gracié le 7 décembre 1963 et il est décédé 20 ans et 4 jours après à Savigny-le-Temple. Ça veut dire que probablement il a purgé sa peine à la centrale de Melun, qui est voisine de cette ville de Seine-et-Marne. Et enfin, on va arriver au dernier. Voilà Jacques Le Rouge. Jacques Le Rouge qui est le dernier condamné de l'Eure en 1971. Donc on est à une époque où vraiment là, pour le coup, on condamne vraiment de moins en moins morts. Et alors là, on n'exécute plus du tout, puisque dans la décennie 1970, enfin de 71 à 81, il y aura 40 condamnations à mort prononcées et 6 exécutions capitales. Donc largement moins que certaines années du XXe siècle. Jacques Le Rouge avait été un malfrat récidiviste, il avait commis un braquage de banque, et il s'est réfugié dans une maison, et il a été surpris par le propriétaire, donc il a abattu le propriétaire parce qu'il était surpris par son arrivée. Il a bénéficié, donc il a été le dernier incarcéré dans le quartier des condamnés à mort à Bonne-Nouvelle.
Et il a également eu droit à un deuxième procès, donc cassation, après environ presque 3 mois de présence dans le quartier des condamnés. Et il a été rejugé à Versailles et cette fois il a pris perpétuité. Mais il a été libéré au bout d'une vingtaine d'années, attendez que je dise pas de bêtises, il a été libéré en 92, donc il est resté 24 ans en prison. Et il a décidé de créer un organisme qui s'appelle l'APERI, qui est un organisme destiné à la réinsertion des détenus. Qui était un beau projet, visiblement qui a tenu la route, mais bon, on va dire malheureusement, on peut considérer peut-être que c'est une justice, que c'est le karma quand même. Il a fini assassiné à son tour par un autre ex-détenu qui avait considéré que l'entreprise s'était foutue de lui, enfin l'avait manipulé, et donc il a été tué à coups de couteau par un ancien détenu qui l'avait aidé, et qui lui-même s'est pris 18 ans de prison en 2009. Voilà, donc c'est là ce compte rendu du moins de toutes les exécutions, de toute l'histoire des bourreaux locaux. Évidemment, il y a beaucoup plus d'illustrations qui relèvent de la justice du XXe siècle que du XIXe, inévitablement, pas de photographie ou alors très peu. Donc on peut se faire une idée, encore une fois, comme je vous disais, de documents qui sont toujours intéressants à consulter, qui se trouvent aux archives départementales donc à Rouen. Voilà, vous voyez des petits bilans, des renseignements sur les exécuteurs et tout. Ça a été une réalité de la justice française jusqu'en 1981. Donc voilà, on a évoqué il y a très peu de temps la mise au Panthéon de Robert Badinter, donc ancien garde des Sceaux et organisateur, si on peut dire, de l'abolition de la peine de mort en France. On voit malheureusement que 44 ans après, on continue à chaque nouveau fait divers à voir des gens qui montent au créneau et qui demandent le rétablissement de la peine capitale en France. En tant que spécialiste de la question, presque 30 ans que je travaille sur le sujet, elle a démontré non pas son inefficacité, son inutilité. On n'a jamais eu véritablement besoin d'exécuter. Ça soulage les consciences, ça permet de dire que la personne qui a commis le crime, une fois exécutée, ne recommencera pas. Mais la justice ne s'en trouve pas plus avancée et les crimes n'ont jamais cessé au moment où elle a été appliquée. Donc on ne peut que rendre grâce à Robert Badinter d'avoir fait les lois qui ont décidé de l'abolition de la peine de mort. On peut se dire effectivement qu'il y a certains individus, leur présence sur Terre, on ne se trouverait pas plus mal s'il n'y était plus, mais on ne va rien y faire. La peine de mort est un objet du passé. En tant que tel, il doit le rester. Un objet de musée également, comme la guillotine désormais, qui est exposée dans un musée marseillais, le Mucem. Mais tout ce qu'on peut regretter malgré tout de cette chose-là, c'est ce côté tabou, ce côté mystérieux de la chose, qui est particulièrement intéressant pour un historien, pour tous les historiens, mais qui ne rend pas le travail de recherche plus facile. Et c'est pour ça que des gens comme moi, et il y en a d'autres, je pourrais citer Michael Nielsen, un américain, Sylvain Michaud et tout, qui sont des chercheurs spécialistes du sujet, parce que tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'apprendre aux gens une réalité de la justice, à une époque où la justice, on considérait que pour qu'elle soit efficace, il fallait qu'elle tue. Et c'est sur ces mots que je termine la conférence. Merci beaucoup. Merci M. Larue pour ce brillant exposé, peut-être un peu long, donc il n'y aura pas de questions, une seule question. Si quelqu'un a une question à poser. Non. Les livres de M. Larue si vous êtes intéressé, à la vente en sortant. Et notre prochaine conférence aura lieu le mercredi 26 novembre, ici même à 18h. C'est l'histoire du gaz en Normandie, de l'éclairage au biogaz par Michel Troguenet. Voilà, je vous souhaite un bon retour.